Très bien. Bonjour Eric. Bonjour Elettra. Aujourd'hui, nous sommes ensemble non pas pour faire une session client, mais pour faire une investigation dont tu ne connais pas le sujet. Non. Ça va être très intéressant. Et pour rappel, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, j'annonce qu'il y a une partie fixe du protocole dans laquelle je ne pourrai pas intervenir avec mes questions et une partie libre dans laquelle je pourrais te poser des questions beaucoup plus librement. Et aussi, les enquêtes de la team Griffasis sont réalisées par tous les départements, dans toutes les langues, en même temps, donc, pour éviter la contamination des informations. J'étudie, donc quand on peut y On peut aller. y aller. Très bien. Alors, commence par te détendre et tu écoutes uniquement ma voix. Et au fur et à mesure que je parle, tu te détends. Tu choisis même la fréquence que tu veux garder pour ce voyage. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi au champ cérébral humain et observe la relation entre l'activité neuronale et la manifestation de la conscience. 1, 2 et 3. Et tu me dis ce que tu perçois. L'image que j'ai, c'est un ordinateur. Mhm. Euh, L'ordinateur sert à la conscience. Hum, Oui, C'est l'ordinateur qui sert à exprimer, à intellectualiser les informations euh, générées par la conscience. d'accord, Activité mentale du corps en rapport avec la conscience. Je ne sais pas si je suis clair. parfaitement. Oui, oui. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors plusieurs choses même. Hum, Une à Alors, la je fois. vois deux couleurs dans le cerveau Oui, euh, et un espace intermédiaire, comme si j'avais deux dimensions dans le cerveau, une à gauche, une à droite, avec un espace interdimensionnel entre les deux. oui, Euh, et la capacité euh, de faire passer les informations d'un côté à l'autre et de l'autre à l'un via cet espace interdimensionnel, oui. au centre duquel, ou plutôt à la base duquel, se trouve l'épiphyse-hypophyse. D'accord. Comme si ces glandes, euh, comme si la glande pituitaire avait cette capacité de faire transiter les informations d'un côté à l'autre, d'une dimension à l'autre du cerveau. Oui, très bien. Très intéressant. Je vais rajouter autre chose. Pour l'instant, non. Parfait. Où réside et se manifeste la conscience d'un individu humain? En- Alors, dans tout le corps, je la vois Oui, présente dans tout le corps. Je ne vois pas d'endroit où la conscience n'est pas présente. très bien. Dans tout le corps et dans certains cas même au-delà du corps. D'accord. Parfait. Tu veux rajouter quelque chose? Dans l'au-delà du corps, euh, dans le corps, elle va gérer ce qui vient comme information du corps Oui, et va gérer directement le corps au niveau émotionnel, mental, créatif. Et à l'extérieur du corps, par le corps, elle peut capter des informations euh, euh, plus subtiles, euh, d'autres consciences ou d'autres choses dans la matière, mais à d'autres niveaux que la matière aussi. d'accord.
Enfin, je la vois partout. Je la vois pas réduite dans le corps. Euh, non. Je dirais que je la vois réduite dans le corps. Oui, Ça dépend des niveaux de conscience et de d'accord. l'état dans lequel fonctionne le cerveau. Ça y est, j'ai compris. Ça dépend du cerveau et de l'état de conscience dans lequel se trouve le cerveau, euh, bêta, θ, etc. Et en fonction, euh, la conscience peut être au-delà du corps. Oui, très bien, c'est très clair. Parfait. Observe maintenant si un lien émerge entre l'état de conscience et la perception de réalité, même si tu as déjà en partie répondu. Ben voilà, c'est ce que j'ai décrit. Ça peut sans doute être approfondi, mais c'est ça. Mhm. C'est l'état de conscience, le niveau de conscience du cerveau, en- la manière dont il vibre, qui va permettre d'accéder à différents niveaux d'information, hein, purement physique, matériel, ou, et je vois le cerveau aussi, l'activité cérébrale. Ou plutôt, je vois la conceptualisation d'informations drainées par les chakras au niveau Mhm. du cerveau. Mais ça va dépendre, selon les chakras, ça va dépendre de la manière dont vibre le cerveau. Ou plutôt, Oui, la manière dont vibre le cerveau va faire qu'il va avoir accès à des notions drainées par tel chakra ou tel chakra, voire par plusieurs à la fois. d'accord. Toujours le cerveau qui donne quelque part La la... conceptualisation. Oui, très bien. Parfait. Il y a l'information et il y a la conceptualisation de l'information. Très bien. Tu veux dire autre chose? Pour l'instant, non, sauf si tu as des approfondissements à demander. Non, non, non. Euh, dis-moi d'abord comment tu te sens à observer tout ça. Très bien. Parfait. Existe-t-il une interaction entre les champs électromagnétiques du cerveau et les champs quantiques universels? Encore une fois, oui, mais encore D'accord. une fois, ça dépend de l'état dans lequel vibre le cerveau. La Mm. connexion est présente, naturellement. Mais si, là, je vois un compteur électrique, tu vois, et selon le phasage du compteur, tu y as accès ou pas, mais c'est présent tout le temps, oui. Mm. D'accord. Là, oui, dis-moi, dis-moi. En fait, les compteurs s'ouvrent tout seuls lorsqu'on dort. D'accord. C'est ça l'image qui m'est arrivée, que j'ai même fait une seconde pour la traduire. Très bien. Hein, lorsqu'on dort, les compteurs, je vois les boutons s'ouvrir et on a accès au champ quantique quand on dort. Mm. Bien. La conscience individuelle peut-elle exister indépendamment du corps physique? Oui. Mhm. Euh, euh, alors, il faut que tu précises ta question. C'est pas Mhm. assez précis pour que je puisse te répondre correctement. Est-ce Très que bien. tu veux parler d'une conscience euh, qui quitte son corps, mais dont le corps est toujours vivant, ou est-ce que tu parles d'une Mhm. conscience qui n'a pas de corps? Euh, c'est pas spécifié dans la question. La première chose que tu viens sans réfléchir à Oui, la comprendre la première question. réponse qui était venue, c'était oui. Oui, ok, très bien. Mais il y a des spécificités dans la conscience humaine. Mhm. Je vais répéter la question, comme ça tu vas peut-être avoir d'autres images sans essayer de la Oui, comprendre. La conscience individuelle peut-elle exister indépendamment du corps physique? oui. Oui, très bien. Si tu n'as rien d'autre qui vient, après, je vais approfondir pendant la partie libre. S'il y a des choses, Mhm. mais Dis-moi, je pense, enfin, voilà. dis-moi, dis-moi. Euh, avec des états différents en fonction du niveau de conscience, encore une fois.
Mhm. Parce qu'il y a l'état vibratoire du cerveau, mais il y a le niveau de conscience de la conscience. Oui, En fonction, ça peut se maintenir de manière différente et quelquefois altérée. d'accord. Par exemple, je dirais que tous les cas sont présents en cas d'interférence, en Oui, cas de non-interférence, euh, en cas de, je parlerai de choix de, de la conscience, de d'avoir qui a intégré des, on va dire, de la matière et matière énergétique, mais c'est de la matière oui, de type euh, le type uniquement euh, expansif ou de type expansif et contractant. oui, Voilà. d'accord. Très bien. Tu veux rajouter autre chose? Tu observes autre chose? Pour l'instant, non. Ok. Certains individus atteints d'hydrocéphalie et dont le cortex cérébral est très réduit ou altéré présentent néanmoins une intelligence normale ou parfois supérieure à la moyenne. Comment tu vois la conscience de ces personnes? Euh, Personnes avec atteinte d'hydrocéphalie. oui, 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 je sais ce que c'est. Mais j'étais en train de regarder un cerveau et tu me parles de conscience. C'est pour ça que j'ai pas répondu tout de suite. Oui, Euh, En fait, je dirais que la conscience euh, a principalement besoin pour s'exprimer de cette liaison entre les deux espaces du cerveau. Euh, et que l'hydrocéphalie, dans certains cas, semble apporter une, comment dire, l'espace entre les deux peut fonctionner complètement. L'espace entre les deux cerveaux, ah oui, cette interdimension entre les deux cerveaux. Ce qui très bien. explique sans doute le fait que euh, l'hydrocéphalie permette à une forme d'intelligence, ou qualifiée comme telle, de s'exprimer malgré ce qui peut paraître être un handicap. Mhm. Très bien. Tu veux rajouter autre chose? Je vois plusieurs types euh, 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 d'hydrocéphalie euh, avec des fréquences différentes et des effets différents. Hmm. D'accord, on y arrive, on, on y retourne alors. Comme ça, je vais pouvoir te poser les questions plus librement après. Oui. Bien. Et on arrive à la dernière question du protocole. À quoi ressemble la conscience chez les sujets en état végétatif? J'ai plusieurs cas. Mhm. Prends le premier qui te vient d'abord. Alors, le premier cas qui me vient, c'est comme si la conscience était coincée entre les deux cerveaux, D'accord. c'est-à-dire dans l'espace, l'interespace ou l'espace interdimensionnel qui est entre les deux parties du cerveau. Oui. C'est le premier cas que j'ai vu. Mhm. Le deuxième que tu as observé? On- J'ai vu une dispersion, un, comme une fragmentation et un émiettement de la conscience. Hmm. D'accord. Tu vois aussi d'autres situations? Oui. Hum. Je vois comme comment expliquer? Oui, ça y est, je peux le dire. Comme un ramassage, comme si, alors, dans ce que je vois, il ne peut y avoir que conscience que s'il y a matière. Ou énergie, c'est la même chose. Oui. Et je vois
ce ramassage, euh, je vois comme une contraction, un ramassage, comme si tout se coagulait euh, pour faire une boule toute dure. Alors c'est une image, bien sûr, Oui, euh, et c'est l'inverse de l'éclatement. comme une Ça se implosion. rassemble, oui, comme si ça se ramassait, ça formait une boule toute dure, très compacte. D'accord. Et donc, tu disais, il ne peut pas y avoir conscience sans la matière. C'est Oui. très bien. Et dans cette situation, donc dans laquelle le sujet est dans un état végétatif, supposons qu'il termine euh, son expérience terrestre à un moment donné. Que fait sa conscience à ce moment-là? Comment elle se comporte? De quel cas veux-tu parler? Le cas dans lequel il y a la contraction, le dernier que tu étais en train d'observer. Il peut y avoir des contractions, euh, comme ça peut rester en l'état et maintenu en l'état par des interférents. Mhm. L'état de contraction peut être intéressant pour des interférents. De même que l'état, je dirais que l'état le plus enviable est sans doute l'état dans- en- interdimensionnel entre les Quand, deux cerveaux. quand il y a la situation Oui, euh, quand elle est coincée. Et quand elle est entre les deux cerveaux, bah, c'est dans les deux cerveaux et en même temps, je suis dans une autre dimension. Je dirais je suis dans une interdimension, entre deux oui. dimensions. Et dans ce cas, dès que la personne quand la partie subliminale quitte son corps physique, comment on se comporte Eh bien, la c'est le cas où je conscience? la vois rester le plus intègre euh, et qu'elle peut retrouver il y a la même chose quand je regarde, je vois plein de directions différentes et plein de cas différents. Oui, J'ai pas de cas c'est unique, très vaste. Oui, j'ai pas de cas unique. Mais dans ce que je perçois, c'est sans doute le cas le plus enviable et les sorties les plus enviables par rapport aux deux autres cas que je t'ai cités. oui. Observe maintenant, dans le cas de la fragmentation, on prend aussi de la perspective, comme ça sera plus agréable à observer. Et, et observe si la fragmentation est une conséquence de l'état végétatif quand il y a fragmentation, ou si c'est euh, il peut y avoir, ou si c'est d'autres raisons que ça. Alors, ça vient de l'information et donc d'une certaine matière, parce que pour moi, l'information, c'est de l'énergie, c'est de la matière, dans ce que je Oui, vois là. Comme si dans cet état végétatif, l'information était éparpillée et émiettée, et donc la conscience émiettée. d'accord. Et dans l'autre cas, où elle forme une boule toute compacte, c'est comme si l'état végétatif avait provoqué un rassemblement de l'information à un endroit, et la conscience euh, suivait cette forme. Oui. Voilà. Donc, Et dans cette truc tout rassemblé, il n'y a pas de mouvement. C'est inerte. oui. Donc, ça dépend des conditions de l'entrée dans l'état végétatif. Oui, On peut dire ça? oui. D'accord. Et si tu cherches, est-ce qu'il y a des consciences que, dans le cas d'un état végétatif, parviennent à garder une majeure expansion que ce qu'on a vu jusqu'à là? Donc, c'est une condition Oui. obligatoire Non, je vois des consciences qui sortent du corps. Oui, Là, les cas que je t'ai dit, c'est comme si la conscience restait attachée au corps. oui, Mais je vois des cas où la conscience sort du corps. d'accord, très bien. Et dans ces cas-là, la conscience, elle parvient à garder une intégrité, majeure, une expansion et une intégrité en même temps? Si la conscience n'est pas identifiée au corps, qu'elle se désidentifie du corps, oui. Si elle reste identifiée au corps, on a les trois cas précédents. Oui, Si elle se désidentifie du corps, elle sort du corps, comme si elle l'abandonnait en quelque sorte, euh,
ça pourrait être fait dans un état de mort, en fait, euh, Oui. complet. Euh, oui. Et dans ces cas, pour le corps physique, y a-t-il des conséquences particulières ou... Là, tu me ramènes au niveau de la matière. Et là aussi, je vois des cas différents. Je vois des cas où, si la conscience se retire, le corps meurt. Et je vois des cas où le corps est maintenu en vie artificiellement par des subterfuges mécaniques, respirateurs, ou des choses de cet ordre. Oui, je vois. Et Très bien. nourriture artificielle intraveineuse, sonde. Très bien. Bien, tu peux déconnecter de ça. Oui. Et, retourne observer d'une façon générale, prends une perspective, comme ça tu seras plus à l'aise, et les cas de hydrocéphalie. Oui. Euh, qu'est-ce que tu observes avant tout, la première chose que tu viens pour ces cas d'un point Alors, de vue subliminal? la- au niveau subliminal, mais je vois de l'ADN. Et Oui, même de l'ADN subliminal, mais c'est l'ADN du corps physique, en fait, oui, qui est au niveau subliminal. Je vois un truc avec l'ADN. d'accord. Euh, C'est, c'est une ADN est complètement alors, humaine ça ou y est, j'ai l'explication. Euh, alors, avec les premiers mots qui te viennent. Sans... oui. Alors, je vois quelque chose en rapport avec des traces reptiliennes dans l'ADN, D'accord, d'accord. Et ce rapport de qui hybridation, amène, euh, écoute, dans ce que je vois, et l'hybridation est partout. oui, Je vois juste que par moment, il peut y avoir un dérèglement de cette hybridation qui provoque quelque chose au niveau du cerveau oui. et cette hydrocéphalie. Donc, on peut considérer que c'est la cause de l'hydrocéphalie, de la cause ésotérique, bien évidemment. C'est une On peut- cause que je vois, oui. Oui, très bien. C'est, c'est les cas pour la plupart ou il y a des cas différents, aussi des cas différents? Quand tu me ramènes à ça, il peut y avoir des causes. Euh, la plupart des causes que je vois sont des croisements, c'est-à-dire entre deux personnes, deux humains, euh, qui va faire que le mélange de leur ADN va produire un ADN avec ce dérèglement. D'accord, C'est ce que je vois. très bien, c'est clair. Bien, tu peux. Et ça se joue sur ces aspects, hein, ces traces qui sont présentes dans notre ADN. Oui. D'un point de vue subliminal, la condition pour l'hydrocéphalie est présente déjà avant au moment de la programmation de l'existence, de la création de l'existence humaine. Là, tu me ramènes à des notions plus vastes. Mhm. Euh, La première chose qui vient. J'en ai deux qui viennent. Mhm. La première, d'abord. La première, c'est l'interférence. Mhm. La deuxième, c'est le rôle de l'interférence, Le rôle. c'est-à-dire son rôle dans le jeu de la création. Oui, d'accord. Ça, Euh, c'est comme si elle jouait un rôle, qu'elle avait un rôle à jouer. C'est comme si, dans ce que je vois, ces forces restreignantes oui, c'est avaient un rôle à jouer dans la forme, euh, dans l'expression de la création, dans la forme et l'expression de la création. oui,
je vois. Donc, on peut dire que c'est C'est comme quelque si chose de je voyais volontaire. l'hydrocéphalie. Oui, volontaire de la Ou- part de l'interférence. Ça peut l'être, oui. Mhm. D'accord. Tu disais, c'est comme si je voyais. Quand tu me ramènes à des aspects comme cela où je vois des choses plus vastement, c'est comme si je voyais toujours deux choses, euh, Mhm. deux aspects Oui, s'attirer, euh, et l'un empêchant l'autre, et ou limitant l'autre, ou en tout cas obligeant l'autre à prendre une forme dans la création. oui, je vois. Euh, c'est comme si sans ces forces dites négatives, c'est comme si ces forces négatives avaient un rôle, et on retrouve la même chose au niveau du cerveau. Et c'est pour ça que ça se complète. C'est comme si ces forces dites négatives avaient un rôle à jouer dans la forme que prend la création. Oui. C'est-à-dire sans ça, la création s'émietterait, ne pourrait pas se maintenir. Il n'y aurait pas cette gravité qui fait que la création se maintient dans une forme. Par rapport à l'interférence qui agit sur... L'interférence dans ce cas est anecdotique. Je te parle l'interférence, je dirais, elle est presque quelque chose qui joue son rôle dans ce jeu de création. Oui. Mais et quel est le rôle de la partie subliminale dans ce jeu-là, dans cette création-là? La partie subliminale est quelque chose qui intègre les deux matières, matière contractante et matière en expansion, euh, et déploie à partir de ça. Mhm. Lorsqu'il y a l'équilibre, c'est-à-dire lorsque c'est une conscience libre, elle crée l'expansion, mais toujours avec cette force contractante en présence, hein, qui donne la forme. Oui, Et là, on arrive sur les principes du nombre d'or, de la suite de Fibonacci, des choses de cet ordre, tu vois. oui, Parce qu'il y a les jeux de ces deux forces qui sont présentes. Lorsqu'il y a des entités qui, d'une certaine manière, appartiennent aux forces contractantes, oui, euh, ça peut apporter des dérèglements plus importants. très bien, je vois. Et il y a le même rôle entre les deux espaces du cerveau. C'est comme si le cerveau gauche avait quelque chose de contractant, de structurant, et que le cerveau droit avait cette capacité et, à déployer, et que Mhm. le cerveau gauche permettait de le faire dans une structure. Il y a quelque chose de mathématique là-dedans. Oui, je vois. Bien, alors, déconnecte d'abord des cas avec l'hydrocéphalie Oui, et, et va observer le fonctionnement d'une façon générale. Justement, ce fonctionnement, il y a une partie du cerveau qui est contractante et l'autre oui. qui a une autre, qui a Mais un en fait, autre rôle. c'est représentatif des deux forces dont je te parle. Oui, Comment dire? S'il y avait que du positif, entre guillemets, que de l'expansion, je vais prendre une image. J'ai une image qui m'arrive. oui, C'est comme si tu avais l'eau et la bouteille. Si tu n'avais pas la bouteille, l'eau s'étalerait n'importe comment. Elle partirait, comment dire, elle s'évaporerait, ça deviendrait du gaz sans forme. Et la bouteille donne une forme à l'eau. oui. Donc, oui, Et donc, c'est un peu le rôle du cerveau gauche et du cerveau droit. T'as l'eau et t'as ce qui donne la forme à l'eau. oui. Donc, on peut dire que les deux sont nécessaires. Oui, tout à fait. C'est, C'est comme si on avait les deux forces en nous et que ces deux forces interagissaient. S'il y avait que l'une, il y aurait cet écrasement. Ah ben voilà, je comprends ce que j'ai vu tout à l'heure quand on parlait d'émiettement et de contraction en boule. Tu sais? Eh bien, c'est parce que la conscience bien, est soumise à une partie du cerveau ou à l'autre, ou à aucune des deux. oui, Quand on parlait très bien, d'un corps très bien. végétatif. Reviens là où, à l'observation de ces deux cerveaux. Oui.
Très bien. Et tu me disais qu'il y a une interspace. Oui, une, Oui, un espace interdimensionnel. oui. C'est cet espace qui crée l'équilibre entre les deux parties. La connexion, la relation entre les deux. Et je vois à la base, là j'ai l'image très nette de l'espace qu'on appelle l'hypophyse, épiphyse, hypophyse, Mhm. hein, qui joue un rôle dans cette relation entre les deux cerveaux. Très bien. Comment la conscience interagit? Au mieux, comment tu observes cette interaction avec les- le cerveau physique? Comment tu vois que la conscience interagit avec toute la matière du cerveau? J'ai besoin de précision. Mhm. Euh, sur un être libre, D'une façon générale, déjà. Prends de la perspective, beaucoup de perspectives. Dis-moi s'il y a quelque chose de général qui reste propre à l'être humain de façon générale. si je regarde de manière générale, j'ai un absolu. Mhm. C'est-à-dire qui est un dénominateur commun pour tous les êtres humains, mais qui va être différent dans chaque être humain en fonction des situations. Mhm. Cet absolu, c'est ce que je t'ai expliqué, le jeu des deux cerveaux, de leur rôle, la perméabilité entre les deux cerveaux. C'est comme si l'espace interdimensionnel, avec l'hypophyse, l'épiphyse, là, était là où il y avait une concentration de la conscience. Et les deux cerveaux sont comme une extension de la conscience. Oui, très bien. Et observe maintenant quelqu'un qui est libre. Comment tu vois l'interaction avec les deux parties du cerveau? Eh bien, l'équilibre, l'harmonie. Et là, je vois j'ai plusieurs images qui m'arrivent en même temps, mais la plus parlante est celle de ce coquillage, tu sais, le nautile, euh, qui, 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 qui est soumis au nombre d'or dans sa forme, Oui, comme une expansion à l'infini, mais qui est cadré par le côté structurant, hein, mais qui est toujours en expansion, mais qui garde une forme. très bien. Bien, déconnecte de ça. Oui, Et on a observé tout à l'heure l'expansion de la partie subliminale. oui. Et donc, dans le corps, la conscience, elle est complètement dans tout le corps et aussi ailleurs, en communication avec le reste. Alors là aussi, on parle d'absolu. J'étais Mhm, sur un absolu, donc mhm, c'est-à-dire dans les conditions optimales. mhm. Et observe maintenant, de façon générale, quelqu'un qui a la capacité, des capacités qu'on appelle médiumniques. Oui. Comment tu vois son expansion d'un point de vue de la conscience et son interaction avec le reste de la matière? J'ai plusieurs formes de médiumnité. Quand tu parles de médiumnité, j'ai plusieurs choses qui se présentent. Mhm. La première qui se présente? La plus connue, en... alors tu parlais d'espace personnel tout à l'heure. Oui, Et donc là, je vois une porosité dans l'espace personnel, d'accord. c'est-à-dire une médiumnité non contrôlée. Ok, oui. Ensuite, je vois une médiumnité contrôlée. Et ensuite, je vois de la projection de conscience. Et je vois des sorties de corps qui font pour moi partie du domaine de la médiumnité, mais qui ne sont pas les mêmes outils, enfin mais les mêmes applications. Observe alors d'abord ce qui n'est pas contrôlé en tant que médiumnité. Oui. Et toujours d'une façon générale. C'est comme si l'espace interdimensionnel était pour eux et que les informations passaient du cerveau droit au cerveau gauche sans qu'il y ait un contrôle de la conscience. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui génère ça à la cause de ça? Qu'est-ce qui rend possible cette... Un niveau de conscience. D'accord.
Un niveau de conscience, alors, un niveau de conscience qui va se rapprocher de ce qu'on appelle communément les portails vivants. Oui, Mais là, oui, je me concentre sur le cerveau, puisqu'on est sur le cerveau. oui, Et c'est comme ça que je le vois fonctionner dans le cerveau. oui, c'est clair. C'est comme s'il imagine, si tu veux, je vois deux aspects dans le cerveau droit. J'en vois un qui est directement lié au cerveau gauche, c'est-à-dire qui part du cerveau gauche dans le cerveau droit, qui est l'imaginaire. Et je vois une partie qui part du cerveau droit vers le cerveau gauche, qui est l'imaginable. Euh, Oui, euh, et lorsqu'il y a cette porosité partout, l'imaginable n'est plus géré par la conscience. Elle n'est plus maître de son imaginable. C'est plus elle qui crée l'imaginable. T'as l'introduction d'autres consciences ou, ou de choses qui rentrent et qui sortent. oui, je vois. Et est-ce qu'il y a, par rapport à ça, des conséquences aussi pour la conscience ou pas? Des conséquences par rapport à un déséquilibre majeur? Eh bien, dès lors que la conscience n'est plus maître de sa création, oui, il peut y avoir des conséquences, bien sûr. Mhm. Perte de cohérence mentale, illusion, euh, euh, et tout ce qu'on peut connaître au niveau des, des, des interférences dans l'espace de la conscience. Oui, très bien. Déconnecte de ça et observe maintenant ce qui se passe dès qu'il y a une forme de médianité, mais bien gérée, avec une... Là, j'ai pas de porosité comme tout à l'heure. Euh, Mhm. c'est un accès à l'information. C'est-à-dire qu'il y a un imaginable qui contient beaucoup de matière, qui a accès à beaucoup de matière énergétique, mais c'est de la matière. Je vois même pas beaucoup de différence entre la matière physique et la matière énergétique, en fait. Oui, Euh, et une capacité à, à créer, à co-créer, à, à refléter dans son espace, euh, à envoyer cet imaginable et cette création ou co-création dans le cerveau gauche pour qu'elle soit rendue de manière conceptuelle. oui, pour que ça soit intégré. Oui. C'est quelque chose que cette capacité dépend uniquement du niveau des consciences ou il y a d'autres choses qui peuvent être à l'origine de ça ou ça rajouter à cette Ah, capacité. dans ce que je vois, c'est une des potentialités présentes chez toute conscience humaine. Oui, Après, je vois des impossibilités physiques liées au physique. d'accord. Quelles impossibilités? Euh, Par exemple, des maladies ou Alors, de malformations? non, je Non. vois, la première image qui m'est revenue, c'est l'ADN. Mhm. Et de l'ADN, alors le mot qui vient, c'est bridé. Et donc qui ne permet pas ce jeu. Ou bien je vois des problèmes liés à des interférences. Je vois des Oui, problèmes liés à des produits qui sont dans le corps physique humain, euh, oui, qui, qui créent quelque chose dans justement l'interespace entre le cerveau gauche et le cerveau droit, et qui bloque la communication entre les deux. Je vois aussi des choses qui bloquent la région centrale hypophyse-épiphyse d'accord. Donc, et qui limitent ou empêchent ce jeu de se faire. oui. Donc, il peut y avoir plusieurs Oui, plusieurs raisons causes. différentes. Oui. Oui.
Et déconnecte de cette observation et observe maintenant quelqu'un qui parvient à faire les sorties de corps. Comment tu vois comment se comporte la conscience avec le cerveau dans ces cas-là? Alors, quand il y a sortie de corps, c'est-à-dire que la conscience sort du corps, Mhm. hein, elle peut se retrouver au-dessus du corps et le voir, et elle peut partir beaucoup plus loin. Oui, Euh, je vois un lien qui reste et qui permet quelquefois qu'au niveau du corps physique, il y ait une conscientisation de ce qui se fait, ou de ce qui peut être vécu ou expérimenté quand la conscience sort du corps. d'accord. Ce lien, ce contact qui est gardé peut, dans certains cas, permettre la conceptualisation. Donc, Oui, tout à fait. d'accord. Et si tu veux, ça permet au niveau physique, hein, au niveau de la conscience physique, d'avoir une conscience de ces expériences. Hmm. De façon générale, combien d'êtres humains sont en mesure de réaliser des sorties de corps au mieux? Non, je vais reformuler. Est-ce qu'il y a une grande partie d'êtres humains qui font des sorties de corps sans être en mesure de le conceptualiser? C'est ce que je voyais quand Oui, tu posais ta question. d'accord. J'ai envie de dire que la plupart des êtres humains, tous, font des sorties de corps, peu en ont conscience. Mhm. Et cela peut avoir des conséquences pour la vie humaine ou pas. C'est tout à fait naturel d'un point de vue de la C'est conscience. naturel. Mhm. Et pour ce qui concerne la vie subliminale, ça reste naturel aussi ou ça peut donner C'est des variable d'une conséquences conscience à l'autre, en fonction du niveau de conscience. du niveau de conscience et d'une conscience à l'autre. Oui, Je dirais que la curiosité, si ça peut être traduit de cette manière-là, est quelque chose qui est complètement variable d'une conscience à l'autre. mm, oui, Je vois des consciences qui peuvent voyager et sortir du corps très loin, euh, et ça peut être dans des espaces dimensionnels physiques, intermédiaires ou complètement autres. d'accord. Donc, chacune est en mesure de réaliser les expériences Oui, de façon complètement. unique. Oui, complètement. Mm. Et Si oui, tant est qu'elle soit libre, oui. bien sûr. Et toujours dans le cas de conscience libre, euh, les dimensions visitées sont-elles perçues de la même façon par chaque conscience ou chaque conscience le perçoit les déchiffre de façon différente? Alors je reste dans la vision que moi j'en ai. Mhm. Euh, C'est, ok, ça y est. je vais reformuler autrement. Oui, oui, si, j'ai compris la question. C'est parce que j'étais en train de regarder plusieurs consciences en même temps et Mhm. en train d'évoluer en même temps. Dans certains cas, je dirais que plus c'est dense et plus la vision se rapproche et sera la même, moins ce sera dense et plus la vision peut varier. L'interprétation de la vision peut varier. La D'accord. perception peut varier. Mais plus ce sera dense et plus la vision sera la même. D'accord. Donc plus proche de la matière, plus proche de ce qui est. Voilà, plus ce sera des dimensions denses, c'est-à-dire que une conscience qui va aller voyager autour de la Terre, par exemple, ou qui va aller se balader euh, dans un espace physique 3D comme celui de la Terre, plus la vision sera proche. Et Oui, plus ce sera éthéré, euh, plus ce sera différent. oui, je comprends. Oui, intéressant. Tu peux déconnecter de ça. Oui. Et on a vu. Oui, dis-moi. En fait, ce que je vois, c'est que même une conscience
perçoit à travers ces fréquences. Oui. Et ces fréquences euh, amènent une vision, euh, un ressenti de vision qui peut être différent. Alors, quand c'est un arbre en 3D, toutes les deux vont voir l'arbre, ou toutes vont voir l'arbre. Elles ne le percevront pas toutes de la même manière. Certaines vont apprécier la compagnie de l'arbre, ce que dégage l'arbre, d'autres pas. Mais plus on va être éthéré, plus les dimensions vont être éthérées et plus la perception sera différente. Mais c'est lié aux fréquences de la conscience. Mhm. Parfait. Parfait. Très bien. Tu peux. Et ensuite, c'est ramené, lorsque c'est conscient, au niveau du corps. Ça va dépendre aussi des fréquences du corps, et de l'espace mental, donc du cerveau, dont il est question. Oui. Et la fréquence du cerveau au moment de la réception de cette information, par exemple bêta, theta, delta ou autre, a une influence pour l'interprétation de l'information? Oui, Oui, oui. Et je dirais que la capacité d'être conscient dans ces différents niveaux de conscience. oui, Euh, J'entends que en θ, beaucoup de gens sont proches du sommeil ou dans le sommeil, et donc ne garderont pas de souvenirs conscients de l'expérience. oui. Et cette information, même si elle n'est pas conscientisée, donc ça reste pas dans les souvenirs concrets, va avoir un impact, de l'impact par rapport à ce qu'est la vie vibratoire, l'existence vibratoire de la personne, ou, ou pas du tout. Ou c'est l'information qui, à un moment donné, ça sort de son espace. Ça peut avoir un effet sur l'expérience corporelle, tout à fait, D'accord. même si ça n'est pas conscientisé. Et la conscience, dans ces cas, peut contrôler cet effet, le moduler ou pas. Oui. Si elle est libre, oui. D'accord. D'une façon générale, y a-t-il des informations qui risquent d'avoir plus d'impact, même si même s'ils ne sont pas conscientisés? Par exemple, le contact avec certaines dimensions de la conscience par rapport à la... Il peut y avoir des impacts qualifiés de positifs ou de négatifs, c'est-à-dire qui vont se qualifier en émotions basses ou hautes au niveau du corps physique, oui. Hmm. Il y a des consciences qui peuvent visiter des espaces dimensionnels, même encore plus denses que celui dans lequel nos corps vivent, expérimentent, euh, où vivent des êtres qui pourraient paraître effrayants si on les voyait dans notre réalité, hein, ou des choses effrayantes, ou des scènes effrayantes qui Oui, pourraient paraître effrayantes. Et si elles étaient réellement conscientisées par le corps physique, ça pourrait paraître complètement fou ou effrayant. Euh, et ça peut malgré tout générer des émotions au niveau du corps physique qui ne sont pas forcément comprises par le corps physique. oui, très bien. Ouais, C'était ça la question. c'était Ouais. exactement ça. Et inversement, Oui. mettons le corps physique vit une situation agréable, on va observer quelque chose d'agréable. Cela pourrait permettre à la conscience de explorer des situations ou des dimensions plus agréables aussi. Tu es en train de me demander si ça marche dans le sens inverse. C'est Oui, ça? oui, Ça peut. Pas forcément, mais ça peut. d'accord. Et mettons Mais aussi ça dans peut, oui. Il si la peut y avoir comment expliquer? Un- C'est un peu comme si tu me parlais d'ARN et d'ADN. oui, Et, et là, je vois que ça peut fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire que l'ARN peut avoir une conséquence sur l'ADN aussi. oui, Il n'y a pas que l'ADN qui a une conséquence sur l'ARN. oui, donc ça peut aller dans Ça les peut deux aller dans les deux sens. sens, oui. Et soit dans le sens
positive et négative du terme, sachant que positive et négative, c'est qu'un point de vue humain. Oui, Mhm. Et à propos de, justement de positif ou négatif, une conscience libre, euh, avant d'intégrer cet espace euh, interdimensionnel dans le cerveau, a-t-elle la notion de positif, négatif, en tout cas de dualité? non, mais elle y est soumise. Mm. C'est-à-dire que là où se trouve une conscience subliminale, sont déjà présentes ces deux matières dont je te parle. Oui, Cette matière qui crée l'expansion et cette matière qui contrôle l'expansion. Euh, donc cette notion existe déjà. oui, mais elle n'est pas vécue comme telle, forcément par la conscience. Oui, comme elle n'est pas expérimentée directement, Je mais dirais ça. que dès lors qu'il y a matière, il y a conscience. Et s'il y a matière, il y a antimatière. Mm, très bien. Il y a conscience que s'il y a matière. Conscience consciente d'elle-même. Oui, 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 je vois. Je vois. Donc, non, pas conscience en tant que partie subliminale. C'est- Même une conscience partie subliminale ne peut être consciente d'elle. Enfin, il n'y a pas de conscience subliminale d'ailleurs s'il n'y a pas de matière. Je vois toujours de la matière. Mhm. L'énergie, c'est de la matière. Oui, donc matière non seulement en tant qu'expérience terraine dans la matière Oui, sur Terre, mais matière à tout le niveau, donc oui, oui, purement énergétique. oui. Oui, je vois, je C'est comprends. de la matière quand même. Je comprends. Oui, oui, c'est exactement. Alors, et à tout à l'heure, on a observé aussi que la conscience a justement besoin du cerveau pour s'exprimer Oui. et observe d'une façon générale une conscience qui a un niveau plutôt élevé, donc elle est bien à l'aise dans ça. Comment elle va se comporter? Comment elle perçoit et comment elle se comporte par rapport à cette... La première chose que je vois, c'est l'harmonie Mhm. entre les deux matières. La matière qui expanse et la matière qui contrôle l'expansion. Oui, La bouteille et l'eau. C'est l'harmonie. C'est le mot qui est là, harmonie. oui, Et j'ai toujours, à chaque fois, cette image de ce coquillage, de ce nautile. Tu sais, la coupe, ce coquillage qui est coupé en deux oui, et qui explique, qui mathématiquement montre euh, la suite de Fibonacci qui est présente dans dans notre déploiement terrestre. oui. Quand tu observes justement ce déploiement avec la, la forme de Fibonacci et aussi les chiffres de Fibonacci, Oui. et comment, comment tu le perçois? Comment tu expérimentes d'un point de vue en tant qu'observateur là, cette observation? Alors là, comme on est sur le cerveau, j'ai immédiatement le cerveau qui me vient à l'esprit, Mhm. euh, qui se montre, si tu veux. Et c'est comme si je voyais des échanges entre cerveau gauche et cerveau droit, mais je voyais majoritairement le cerveau droit euh, qui envoie l'imaginable dans le cerveau gauche, et je vois le déploiement à partir de là au niveau fréquentiel, au niveau énergie création. D'accord. Et c'est cette harmonie dans tous ces corps et dans tous ces aspects de la manifestation qui est présente. Maintenant, parlons de la perspective et toujours en observant quelqu'un, en tout cas de façon générale, port de conscience libre, et observe l'interaction de cette harmonie avec tout le reste du corps humain. Donc, cette harmonie de la conscience qui se répand dans le corps humain. Comment tu l'observes? Il restera un aspect qui peut, comment dire, conditionner le déploiement.
Ça va être l'impact euh, sur la psyché, hein, des parents, de la génétique et de l'éducation. Mm. Il y a cet absolu, et cet absolu peut aussi avoir Des aspects différents. on va dire, des limitations, des restrictions liées au, au programme psychologique dans lequel peut se déployer une conscience. Oui, Et dans ce que je perçois, ce sera lié aux différents moments où la conscience aura eu le sentiment, hein, dans l'enfance, de ne pas avoir eu euh, l'amour d'un ou des parents. oui, d'accord. Et ça peut avoir un impact sur le déploiement de la conscience. Donc, ça peut créer des profils psychologiques. Donc, dans ces cas-là, aussi au niveau de la conscience, il y a une difficulté à poursuivre l'existence de façon harmonieuse. Ça peut créer des disharmonies, tout à fait. D'accord. Et prends toujours de la distance et maintenant déconnecte de ce que tu es en train d'observer. Oui, Observe d'une façon générale la planète, vraiment sans, euh, comme l'ensemble. j'y suis. Et les consciences qui sont, consciences humaines qui existent dans la planète, euh, sont-elles toutes à mesure de communiquer entre elles depuis ce point de vue-là que tu as là à l'instant? Non, Non, c'est une question de volonté ou une question de... non, 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 non. Il y a plein d'éléments qui interviennent. Je Hmm. ne pourrais pas tous te les citer parce que ça prendrait trop de temps. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a actuellement les ondes qui sont présentes sur Terre, générées par plein d'outils créés par l'homme et inspirés par d'autres choses que l'homme. Il y a beaucoup de produits chimiques, métalliques, euh, qui peuvent limiter euh, cet aspect. Euh, il y a des systèmes de croyances, et là, ce sont des programmations au niveau du corps physique qui peuvent limiter ou déformer, impacter cette communication. Oui. Donc, chaque aspect, chaque facteur qui peut entrer en jeu pour chaque individu personnellement va avoir une influence sur cette communication générale, collective. Oui, et puis après, il y a aussi, via ces produits, ou via des dispositions naturelles du cerveau, la capacité à, à descendre en état modifié de conscience. La communication globale, n'est pas possible en mode éveil ou difficile en mode éveil. Disons que là, on revient sur les aspects médiumniques Mhm. et comment dire, la médiumnité n'est pas allumée, entre guillemets, Oui, dans tous les cerveaux, dans tous les modes de fonctionnement humain. Et la communication peut quelquefois être euh, sur des choses proches, c'est-à-dire que des êtres vont être capables de ressentir ce qui est à proximité d'eux, d'autres vont être capables de ressentir beaucoup plus loin, d'autres vont être capables de ressentir une globalité et d'en tirer des informations. oui. Euh, Y a-t-il des êtres humains, des consciences qui parviennent à communiquer Oui, facilement entre elles? oui. Oui. S'agit-il des petits groupes ou de groupes avec un certain nombre, par exemple une famille, un noyau, un foyer, donc un noyau familial ou des groupes comme une ville? Alors j'ai plusieurs informations qui sont arrivées. Mhm. La première. Euh, je t'écoute en même temps. Euh, il peut y avoir un lien naturel de communication entre une mère et l'enfant, Mhm. euh, qui peut être présent malgré tout ce que j'ai pu dire. Toutes les gènes qu'il peut y avoir, ce lien peut être présent. Il peut y avoir ce lien entre des jumeaux, Oui, ce qu'on appelle des vrais jumeaux. Euh, il peut y avoir ce lien au niveau familial de manière plus ou moins prononcée.
Mais il peut aussi y avoir ce lien entre deux personnes, entre deux consciences, dont les fréquences sont proches. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés par une génétique, mais qui sont liés par des niveaux fréquentiels. Oui. Ce lien est maintenu par la volonté, toujours dans des conditions de liberté, au secret de façon naturelle. Les deux. J'entends D'accord. par là qu'à partir du moment où deux consciences ont des niveaux vibratoires très proches, hein, la communication devient très facile. Mais elle peut être refusée pour diverses raisons, par une des deux consciences ou par les deux consciences, Bien sûr. dès lors qu'elles sont libres, bien sûr. Oui. Très bien. Et après, Alors, le dernier moyen de communication, hein, et que j'avais évoqué tout à l'heure, quand tu me parles de ça, c'est la projection de conscience. la projection, donc avec un acte volontaire Oui, c'est ce pour... qu'on fait. D'accord. Ce qu'on fait aussi avec des sessions. Oui, c'est ce qu'on fait nous. Oui, c'est ça. Très bien. C'est-à-dire que je peux presque oublier mon corps. Par moments même, je l'oublie complètement. Hein. Mais je suis toujours dans mon corps d'une certaine manière. Oui. Et c'est comme si j'arrivais à projeter une partie de moi ou quelque chose de moi dans des endroits. C'est pas sortir du corps, c'est encore autre chose. Mm. Et c'est pour, quelque part, le fait d'avoir cette capacité à observer et de cette façon permet une conceptualisation. C'est le cerveau qui peut le Oui, faire. d'accord, c'est un acte de volonté. C'est un acte de volonté et une potentialité du cerveau de ramener justement ce qu'a expliqué tout à l'heure, l'imaginable dans la conceptualisation du cerveau gauche. Oui, très bien, parfait. Alors, viens dans le présent, Oui, déconnecte de ce qu'on était en train d'observer. Et il y aurait des questions pour 2 jours, des journées entières, mais je vais m'arrêter là. Dis-moi s'il y a une image ou quelque chose que tu vois, que tu observes en particulier. Autrement, on rentre. toujours cette histoire de matière. Oui, Hein. il n'y a pas de conscience. Matière, c'est information aussi, hein, c'est fréquence, mais c'est toujours matière d'une certaine manière. Euh, et ça va avec la conscience, quel que soit le niveau sur lequel, euh, quel que soit le niveau duquel on parle ou auquel on s'adresse. Mhm. En tout cas, une conscience continue son existence et son expérience, peu importe la densité de la matière dans laquelle elle est, mais c'est toujours une expérience, un véhicule dont elle a besoin pour exister. Je ne sais pas si je me suis expliquée. Je pense que j'ai compris. Hum, il y a toujours matière, quel que soit le niveau. Mhm. S'il n'y a plus de matière, on est dans le néant. Et donc, il n'y a plus possibilité d'être conscient d'être conscient. Oui, très bien. Et le Ok. néant, c'est ce dans quoi cette expansion se fait entre le jeu de ces deux matières. Je ne sais pas si je suis clair. Parfaitement. Voilà. Oui, oui, parfaitement. Et dans le néant, s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de conscience d'être conscient. Oui. Donc la conscience ne peut pas exister Je ne pour le vois pas comme savoir ça. Non. s'il existe. Très bien. Alors, on va commencer le retour, Eric, Oui. et déconnecte de tout et de tous complètement. Et tu reviens à toi dans le présent, dans le ci et maintenant, complètement déconnecté. Et tu crées à l'intérieur de toi, d'une façon pleinement consciente, toutes les émotions, les fréquences que tu as envie de vibrer, de ressentir pour la suite de cette journée. Crée pour toi l'harmonie et la vibration idéale. Tu peux déjà porter du mouvement et ressentir la matière, percevoir, la ressentir et de plus en plus présent. Tu te sens même revigoré, rempli de force, prêt pour un retour en pleine
conscience, puisqu'on parle de conscience. Et dès que tu veux, tu peux ouvrir les yeux, gentiment. Très Et bien. Tu es avec moi? chuchoter. Oui, on a fait un long voyage. J'arrête l'enregistrement, reste Ouais. avec moi. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, elles étaient précieuses. Et merci à tous pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto.
Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città,
dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi
analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.